Usure de Anouche Paré. 1. À terre méchue. Il te prêterait une certaine somme contre un intérêt peu élevé, mais qui courrait sur plusieurs années. Ce ne serait pas lui directement, évidemment, il fallait l'entendre, pas lui qui le ferait courir si longtemps. De la dextre paume, il masse son sous-main similidin, tandis qu'il ferre tes pupilles brouillées dans les zéros, dans la clarté des siennes. Cet homme-là fait plus d'une chose à la fois. Est-ce un homme? De ton côté, les larmes grimpent à l'échine. Quel chemin tortueux emprunte-t-elle? Houle de plomb qui te dévaste des pieds au dos, vertèbre après vertèbre, comme autant de degrés pour venir claquer à l'arrière du crâne. Les larmes te remontent-elles donc des racines? Pas de doute, puisque pour les retenir, tu dois enrayer les saccades de tes guiboles, ravaler les frissons de ta croupe, comprimer ton thorax spasmodique, contracter ta complète anatomie depuis le bas jusqu'en haut. De lui, de cet homme-là, tu ne peux pas deviner les jambes tassées menues que tu es sur le siège qui fait face au bureau, les pupilles à l'envers et les sens pistournés. Tu lui en imagines deux comme presque tout un chacun, deux jambes, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Tu n'as pas le cœur à chanter tue-tête, ta détresse demeure en dedans. Une belle boîte. Il te prêterait donc la somme nécessaire. Ce ne serait pas lui directement, pas lui patamment, il fallait l'entendre. On te prêterait donc la somme nécessaire. À votre légitime bien-être? Ce ne serait pas lui directement. Il fallait l'entendre. Pas lui directement. Si c'était lui, de lui... Si ce n'était que de moi. Vous pensez bien? Que de lui. Tu ne penses plus. Les larmes affluent et tu es passablement occupé à les réprimer. Vacherie insoumise. Pas dehors. Lançant des ordres muets dans le recoin de ta carcasse, tu fais ta douanière. La belle couette. Il faut les sécher d'avance, à l'intérieur, au gousier brûloir, à l'intestin étuve, plutôt que te déboutonner. Ne pas terminer chèvrotante, c'est bien assez déjà. S'offrir exsangue sur 2 générations à venir. C'est déjà faire preuve déjà d'humilité, ne pas descendre en dessous du niveau de la carpette. Si ce n'était que de lui, il reprend, écoute-le et laisse couler. Il ne demanderait... Évidemment pas ses intérêts sur de si longues années. 30 ans. Il l'a dit, 30 ans. Il te fait confiance sur 30 ans. Mazette. Il fait confiance à ta vie, à toi. 30 années durant et à venir. À ta capacité à vivre 30 années de plus. Mais c'est qu'il te ferait une promesse. Si tu te penches sérieusement sur les 30 ans envisagés, il t'allonge sur du long terme. Sur les 30 dernières, tu ne dis pas un. Il n'aurait pas misé un copec. Mais t'offrant un emprunt sur 30 ans, il fait un projet de toi. Rédemption des années perdues. Il use du futur. Il ignore, mais il use du futur. Tu vivras 30 ans encore
puisqu'il faudra payer 30 ans. Ressaisissons-nous. Il faut rembourser sur 30 ans, donc il faudra bien les vivre, ces 30 ans. Les cendres ne remboursent rien, ni les chairs pourrissantes. Il éloigne la grande glaneuse, un détour de 3 décennies. Il t'offre un sursis gratis. Tu n'en demandais pas autant. 30 ans. Il te délivre l'avenir, fait table rase des maladies, des accidents, fit des recherches nucléaires, des fureurs religieuses, des lobbies de l'industrie du tabac, fit des crises financières. Il exclut néanmoins les catastrophes naturelles et les actes terroristes. Hein, ça va de soi. Ni vous, ni moi, ni personne ne pouvons présager de cela. Il t'ouvre contre toute attente le chemin sur 30 ans de violettes et de refrains gaillards. Catastrophes naturelles, actes terroristes, ce sont des questions subsidiaires posées au destin de l'espèce. Cela ne nous concerne pas et il faudrait vraiment jouer de malchance. Il t'offre la trêve de 30 ans. Mais si c'était un baiser l'amourette? Non, qu'il t'en donne sa parole. C'est long, mais à y bien penser. Qu'a-t-il? Ce verbe a le démangé? A-t-il mal digéré son Descartes? Non, qu'il revienne sur ses 30 ans. C'est bon qu'on te tienne en vie. Reviens sur ses 30 ans. Ne perds pas le fil de mon temps. Fais-moi caresser l'avenir. Qu'il te donne du souffle à revendre. C'est long. Pas tant, non? C'est long, mais à y bien penser. Je suis... Nous y voilà, Descartes. Hein? La SF et la littérature d'anticipation sont soudain rangées derrière les essais cartésiens. Et des années promises, 30, il n'en sera plus fait mention jamais. Penser et être, 2 verbes qui se réconcilient sur le dos de ton avenir. Que deviennent les larmes une fois séchées? Des paquets de sel fin? Il a usé de ton futur, mais l'avenir résiste à l'usure. Mais je suis d'avis que cela vaut décidément mieux que de laisser s'envoler dans un bail toutes vos économies. Un grand vol d'économie passe au-dessus du bureau de la banque où elle est assise. Je suis d'avis que ça vaut mieux que de laisser s'évaporer votre patrimoine. Patrimoine? Cherche, vite, il développe. Ne l'écoute plus et réunis toutes tes forces pour traduire ces mots égarés. Ton patrimoine. De pater père, c'est du latin, l'ensemble des biens qu'on hérite du mal. Tu te souviens de tout ton passé, défile les phrases d'un aïeul, celui du côté de l'Europe, les autres ceux d'Asie n'ayant rien écrit que tu saches. Il dit patrimoine, il dit, et toi tu entends l'aïeul, à cause qui ceux ont les testicules hors du ventre et les femmes au-dedans, de l'anatomie, chapitre croix VII en majuscule, des vaisseaux spermatiques, tirés des œuvres d'Ambroise Paré, conseiller et premier chirurgien du roi. Je suis d'avis que ça vaut mieux que de laisser s'évaporer votre patrimoine. Il conclut comme il a introduit. Le patrimoine, ce qui se voit au dehors. Qu'est-ce qu'il voit de toi qui pourrait s'évaporer? Tes larmes, des cris liquides en dedans. Si ce n'était que de lui, il ne te demanderait... Évidemment pas ses intérêts sur de si longues années. De si longues années qui t'amèneront vieillarde. Et la peau, si douce aujourd'hui encore, tavelée, et tes genoux au ras des soquettes, et ta carcasse chancelante appuyée sur le bâton blanc de tes jeunes jours capitalisés. Tu sèmeras opiniâtre et régulière, défilant entre l'index et le majeur, le rosaire doré des années. Au fur et à mesure, tu laisseras glisser de ta main à sa poche des sous. Quand vous aurez remboursé
Son futur antérieur te fiche lourde peine. Sale coup pour les effaroucher. Et tout ce que déjà tu peux rêver au passé, le parfum de ce nouvel amant aux paumes de lumière, offert comme une chance qui te fait depuis peu la vie belle et déborde ton corps, autant que tes dents de lait enfouies avec tes cris sous l'oreiller de l'autre siècle, autant que la confiance de l'enfante même grandie, indéfectible, et sa vitalité hardie et insolente, et ta joie d'être par elle chaque jour baptisée mère, jusqu'au jour où, naturellement partie, autant que tes parents à disparaître qui te laissent orpheline et te volent l'enfance qui t'avait chaudement mitonnée, autant que tes sœurs, frères, amis, qui s'en vont chauffer leur corps ailleurs à force de souffrir le froid qu'il fait de vivre ici. Le futur antérieur. Voici le vrai prologue. Vous serez loin de regretter, vu votre situation. La retraite n'est pas si lointaine. Vous vous serez mise à l'abri. Seul, mais à l'abri. À l'abri, mais seul. Une île abritée. Un microclimat pour carcasses esselées. Aux abris, toutes. Et on ne pense jamais assez à ceux qui nous survivent. Ça leur fait comme qui dirait un coussin. Et l'enfante, à l'abri et tout, quand tu la laisseras seule à ce monde, que pour ta plus grande honte, tu n'avais pas pris le temps de balayer pour son arrivée. L'enfante, privée de toi, met une coque en béton pour serrer son chagrin, en étouffant ses cris dans l'herbac en bifton, étudié par anticipation. Blinder l'enfante, sécuriser, barder d'avenir prépayé. Et avant la fin qui fera de ta petite une Crésus amortie, tu laisseras glisser de ta main chevrotante à la poche de celui des sous. Pas dans ma poche, directement. Évidemment, vous pensez bien. Ni bien ni mal tu penses, tout oui tu es. Penser comme il l'entend, c'est déjà perdre. Tu écoutes le temps décampé hors de toi. Le sang aussi filera tout hors les veines et l'air raréfié et le souffle de plus en plus court et l'appétit moins assourdissant et l'haleine plus écœurante, moins de larmes, moins de sueur, moins de sécrétions plus sèches. Mais on ne va pas se plaindre non plus, hein. Le toit par-dessus la tête, mieux que le cul. On ne peut pas se passer de maison. Il dispose d'arguments subtils qui lui font claquer la langue de temps à autre, en fin de phrase, par à coup. Les hivers sont rigoureux et l'errance est épuisante ici. Maison. Comment se passer de l'architecture de l'enfance qui s'érige autour du vocable? Maison, à peine il prononce le mot que s'organise une construction. Il y a un grenier un peu sombre où parfois l'hiver il neige, mais jusqu'auquel on grimpe pour danser cachette. Il y a une cave nécessairement interdite, une cheminée toujours crépitante, un seuil de porte avec marquise. Il y a une chambre que l'on partage avec une sœur, chambre qui devient dangereuse quand le tapis en frange de soleil est un vaisseau où l'on affronte tour à tour tempête et pirates. Il y a des combles aménagés pour gagner de l'espace où il faut vivre courbé mais insoumis, puisque ce sont les oubliettes des histoires que l'on se raconte. Il y a une cuisine où toujours un levain chatouille une pâte et roucoule une bouilloire. Il y a une salle de télé et des étagères desquelles on tire des livres au hasard, sans interdit comme bon nous semble, des draps qui sentent l'humidité, l'âcreté des murs de salpêtre, les chaussures qu'il faut ôter dès l'entrée, les murs qu'on ne peut pas pousser, les coups de coude dans les côtes, mais une ancre au flot de la ville, le golfe d'aube domestique, le foyer des cœurs familiers, le refuge, le repère,
L'abri. La prison toujours désirée. Pas de poignée à la maison d'enfance pour la porter dans le voyage. Faire sa valise pour une maison pour pouvoir déposer sa valise. De l'argent contre de l'argent, et le négoce soumis au temps, c'est le contrat. On ne peut être plus clair, ça s'appelle un prêt. Ça court sur l'échine jusqu'à échéance. Il faut savoir ce que l'on veut. Et vous me semblez proactive. Tu sais ce que tu ne veux plus. Je veux une maison, maman. On a assez couru déjà. À chaque étape, on perd une chaussure. Je sais, ma chérie, je sais. Je vais voir ce que je peux faire. Pose les valises dans ce coin. Je ne veux plus du doute. Lover dans chaque carton à chaque instant qui grignoterait mon enfant s'il le pouvait. Le ravageur. Tu prends l'assurance sur 30 ans. Alors tu signes là. Et là. Et là. Son index agile furette sur le papier presque frivole, coquettement. Les autres garanties dans la liasse en chemise. Tu certifies que tu n'es pas malade, pas sénile, pas timbré. Tu montres tes dents, tes gencives. Tu jures sur une Bible invisible, laïque et pécuniaire que si jamais tu es passé un jour sur un billard, la seule séquelle dont tu puisses faire montre est ta fille unique, mais chérie. Un rire secoue sa paume à la diable. Bonne blague, la fille, osée mais bonne. On se détend un peu, il gicote ce que tu imagines de jambes. Tu signes. Encore là. Tu mens, évidemment, un peu. Tes omissions, rien de bien sérieux. Vas-tu crier haut et fort ce qui est réprouvé sur le papier et dans la rue et au plus profond des cervelles déjà serviles? C'est vrai, les revenus ne sont pas réguliers, mais tu es persévérante. Tu prends des risques de santé, mais bien portant, on meurt aussi. Les garants sont à la retraite, mais il y a l'argent de côté gagné innocemment sur des morts chéris. Il suffira de le recentrer. Te restera-t-il un peu d'astuce? Il faut plier pour passer. Ce n'était pas gagné, je vous assure. Un dossier Spinessant, délicat. indigent, Il m'a fallu me battre, bec. ongles, crocs, cornes, coque, os, qu'il dut désolidariser du squelette, qui sait? Ça s'est joué à un fil. Un cheveu, un toit, un poil de pas grand-chose. Peut-être est-ce même pour ta cause qu'il porte au front ces mèches un peu grasses, produit d'une sudation excessive. C'est pour notre confort, mon enfant, qu'il a perdu son teint de pêche, ses joues à croquer, que sa mamita léchait presque à force d'embrassades dimanche en fin de journée. De l'auto, prête à démarrer, les parents criaient « Lâche-le donc, Marguerite !» Elle léchait. « Tu le revois dimanche prochain, il ne va pas fondre d'ici là !» Et le moteur grondait un peu plus fort. Il sentait le tigre vibrer. Il est du temps où dans les moteurs il y a des tigres. Aussi, l'étreinte de Mamita n'était pas si désagréable. Dans l'écume de sa langue amoureuse, il était hors de portée du fauve. Enfin, à force d'arguments, après les bises, les portières claquaient et on s'ébrouait sur la placette de bitume. Il faisait un signe de la main et Mamita, depuis le seuil de sa maison, secouait un torchon rouge, le plus visible d'entre tous, le champion dominical. Mais les parents étaient soucieux. Avec l'âge, elle ne s'arrange pas. Elle a encore perdu sa clé. Elle ne peut plus rester au gaz. Il se calait sur le siège et enfouissait sa tête lourde dimanche dans les manteaux des deux adultes qui embaumaient le tabac froid et la végétaline. Et bercé par leurs soucis, il dormait dans le fol espoir de sombrer si profondément que son père serait obligé de le porter jusqu'à son lit une fois gagné leur appartement,
payé en 20 tranches. Mais quand je veux emporter l'affaire, Il faut signer encore là. et là, je l'emporte. Il faudra attendre, évidemment. Attendre avant qu'on accepte de vous prêter définitivement cette somme. Contre de l'argent gagné sur ton temps. Mais tu n'as pas le temps. Comment lui expliquer? Tu n'as pas le temps, littéralement. 30 ans d'âge de gagner au troc. 30 ans contre des imprimés signés et des virements réguliers, mais aucune amélioration à vue, côté patrimoine. Tu n'as pas le temps, pas plus que la maison. Figurez-vous. Vous, pas lui, évidemment. Si ce n'était que de moi, vous pensez bien. Ni bien ni mal. Tu ne penses pas. Tu ne penses plus de cette façon. Tu gardes ta faculté de penser pour la désobéissance seulement. Est-il incapable de saisir ça? Il suffit de tomber d'accord. Tu ne penses pas. Comment vous dire? Tu n'as pas le temps de penser comme ça. Nous sommes donc d'accord. Tu pars ta faillite en poche. Tes yeux vitreux. 30 ans promis. À échéance. Et partez tranquille. Mais c'est que ce serait presque l'accolade. Et toi, crédité, approuvé, quasiment lové, sous l'essai l'offerte, si son aftershave ne t'avait pas saisi au trip. Pourtant, il a choisi soigneusement. Il a passé près de 30 minutieuses minutes de son rare temps de loisir au rayon hygiène-parfumerie du Super M. Les cotons-tiges, ça lui avait demandé 2 secondes. Mais l'aftershave, avec cette peau fine et rosissante qu'il a, la même que celle que sa mamie t'a léchée presque, à force d'embrassades le dimanche en fin de journée. De l'auto, prêt à démarrer, les parents criaient « Lâche-le donc, Marguerite !» Elle léchait. « Tu le revois dimanche prochain, il ne va pas fondre d'ici là !» Elle le serrait un peu plus fort. Sa blouse sentait la violette. Un dimanche, elle fait volte-face. L'enfant butin dans son giron écœurant. Elle bondit dans la maison, claque la porte et la verrouille. « Je te garde !» Sa bouche lui sourit, mais la voix est une planche à clous. Et dehors, les portières claquent. On se talonne sur le gravier. La poignée tourne, la porte résiste. Il tape, le père, et la mère s'y met. Il tape des poings fracassants. Il tape en damné et hurle « Mamita, Mamita, laisse-le sortir, rends-le-nous !» C'est le père qui geint. La porte résiste, et la vieille « Vous me le prêtez ?» Mamita, c'est un enfant, une peluche, ça se prête. Ou un manteau, ou un serment, ou de l'argent. Lui dis donc pas de conneries. Marguerite, pas un enfant. Un enfant, ça se prête pas. Et demain, il y a école, Maggie. Il est serré contre l'opulente blouse à la violette. Il craint tout. Que la mère le prête. Que Mamita l'emprunte. Il craint que le père qui tambourine avec de moins en moins de patience ne brise la porte qui branle un peu, que la porte ne s'abatte sur eux et qu'elle ne l'écrabouille d'un coup, puis que les murs flanchent et le toit, que la mort vienne avant son heure. Il ne bouge plus d'un pouce. Il veut se volatiliser. Elle serre plus fort encore, Mamita. Et elle l'embrasse, ses joues chauffent. Ils sont tous au feu, à l'abri. Plus tard, il est dans l'auto. Il se cale sur le siège et enfouit sa tête lourde dans les manteaux des 2 adultes. Il renifle car résiste infime et grisante l'odeur pelleteuse de violette sur sa joue à lui, qui masque presque le tabac froid et la végétaline dans les doublures des manteaux d'adultes. Avec l'âge, elle ne s'arrange pas. Elle a failli le lamper. Elle ne peut plus rester au gaz. Et bercé par leurs soucis, il s'endort dans le fol espoir
de sombrer si profondément que son père sera obligé de le porter jusqu'à son lit, une fois gagné leur appartement, payé en 20 tranches. On se dit au revoir. On croise les doigts. À bientôt. Et d'ici là, pas d'inquiétude, hein. Tu vois clair dans les jeux de Tup, et tu lui souris tristement. Pauvre petit garçon, affairé à se croire un homme, maintenant que Samamita repose, concession à perpétuité, sous un maigre manteau de rose, depuis des lustres, fané. Fin de la première partie. Deux. L'homme sans intérêt. Dès le début, il fait nuit dehors. L'homme sans intérêt passe par l'une des fenêtres du domicile du gros actionnaire et saute sur le tapis étalé devant le bureau. Sur le bureau, une lampe verte. Derrière le bureau, un siège à accoudoir. Sur la chaise, le gros actionnaire. Il a les deux mains enfoncées dans les poches de son manteau, l'homme sans intérêt. Vraiment rien d'autre à signaler. Sinon que c'est une chance qu'en jambant un rebord de fenêtre, il tombe justement à l'endroit où il devait tomber pour que la suite de l'histoire puisse se dérouler dans les formes. Le gros actionnaire se lève de son siège, raidi de surprise. Notons dès à présent que, par la suite, le gros actionnaire regrettera les effets de sa surcharge pondérale, à commencer par sa propension à la sudation. Sudation qui le contraint à maintenir une température raisonnablement fraîche et l'oblige de fait à garder la fenêtre de la pièce dans laquelle il se trouve ouverte, au risque de l'apparition inopinée d'intrus. Donc, le gros actionnaire, à l'apparition inopinée de l'intrus que s'avère être l'homme sans intérêt, se lève de son siège, raidi de surprise et étouffe un petit cri. C'est son petit cri. Alors, l'homme sans intérêt, tout doucement, murmure que... La porte était fermée. Que... Par contre, la fenêtre, non. Que... Pardon pour le dérangement. Que... Ça ne sera pas long. Mais, passez le voir, lui, vraiment, ça... Ça ne se discute pas. Il fallait. Comme qui dirait, incontournable. Pour ça, il n'est pas du genre à regarder à la dépense, l'homme sans intérêt. Acheter les tickets, belle affaire. Le train, puis le bus, puis quelques centaines de mètres à pied, 3 kilomètres à tout casser, et... Dans une belle résidence comme la vôtre, soignée et tout, autant dire un paradis pour les yeux. Pas de quoi gâter ses semaines. Il n'allait pas économiser maintenant qu'il avait décidé d'aller au bout de son rêve. Et c'est pas ça qui va me tuer. Il s'esclaffe, l'homme sans intérêt, et ajoute sans facétie qu'il sait être compendieux à certaines occasions, aux étrennes, aux baptêmes, Aux anniversaires, au mariage. Et puis, aujourd'hui, il frémit, le gros actionnaire. C'est que le mot est imposant dans la bouche du maigre bonhomme dont il ignore tout jusqu'au nom. compendieux. Dieu, ce n'est pas tous les jours qu'on l'emploie, et à bon escient encore. Et ce soir, entre chien et loup, justement. Compendieux. Qu'est-ce que vous me voulez? Il rétorque, le gros actionnaire, contrefaisant, mais en plus aigu, un cow-boy qu'il a vu jadis dans un film sur FR3. Et il maintient son menton agressif, parce qu'il s'en veut déjà, rapport à son imprudence. Les fenêtres invitent les voyous, sitôt qu'elles baillent sur le monde, autant que porte sans verrou. Agressif. Juste suffisamment pour lui faire croire un instant seulement,
Ô supposé cambrioleur, assassin, violeur, qu'il en a dans la culotte. Mais l'autre, un agneau, et qui dit toujours cette douceur sans timbre. Je viens pour vous remercier. C'était mon rêve. Je veux pouvoir vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Ma vie durant. Ma vie durant. Ma vie durant. Ma vie durant. Etc. Il répète que le gros actionnaire et son menton. Qui êtes-vous? Alors l'autre, tout bonnement, interrompt sa vie durant et dit « Mon nom est sans intérêt. Mais j'y tenais plus, de vivre dans cet anonymat. Comme qui dirait, en ingrat. C'est que j'ai travaillé 37 ans dans une filiale de Promova et vous êtes son plus gros actionnaire. Vous m'avez misé dessus pendant presque toute votre vie d'homme. Moi, votre mise. Et vous qui ne connaissiez même pas mon visage. 37 ans, je vous jure. C'est même chez Promova que j'ai rencontré ma femme. S'il faut parler franc, et je parle franc moi, monsieur, que j'ai connu mes meilleurs copains, chopé ma ténosinovite. Alors, si c'est pas une preuve, de Kervin. De Kervin? il cherche ce nom, le gros actionnaire, et des listes de membres du club, de ses pairs et de chevaux de course virevoltent dans ses pupilles comme des panneaux d'aéroport. De Kervin, ça fait distinguer. Je suis pas petit joueur, moi. Monsieur, je blague. Il faut bien blaguer. Qu'il s'esclaffe, l'homme sans intérêt, et il continue de plus belle en accélérant le débit. Hein? J'ai une bonne nature de blagueur. Et on a été un certain nombre à Promova à se la fader, là, de Kervin. Vous connaissez? Non, pas l'honneur. Le gros actionnaire en lui-même s'interroge. Fournit-on des courtisanes aux employés chez Promova? À quelle occasion? À Noël? Pour fêter les départs en retraite? Tant mieux pour vous en même temps. Il l'interrompt, l'employé. C'est pas sans danger, ces trucs-là. De toute façon, on n'y peut rien. Une fois qu'elle est là, elle est là. La lutte doit un jour cesser. Et voici l'homme sans intérêt qui cause anti-inflammatoire, attelle, infiltration corticoïde et qui rajoute Ça m'a pas empêché, tout ça, de tâter de la Wartenberg. Hein. le nom Non. qui échappe au gros actionnaire. Il se figure Mata-Hari ondulant entre les turbines. Relance, sans qu'il l'ait voulu, le babil de l'intrus qui enchaîne. Je vous jure, monsieur. C'est écrit. J'ai sur moi mes attestations, mes examens médicaux, si vous voulez vérifier. Poche intérieure. Fouillez-moi. Test de Finkelstein, positif. C'est tout moi, comme disait ma femme. Elle disait que je grossis tout. Alors j'en fais trop. Je peux m'asseoir? Tandis que l'autre, d'un geste ample, Asseyez-vous, ce sera plus facile pour fouiller. tout à trac, l'homme sans intérêt réalise qu'il est mieux debout, après tout. Pour ce que j'ai à faire avec vous, L'autre fouillera en temps voulu, il songe à se munir de gants, quand l'autre réclame sa patience, chacun son tour de maîtriser le cours du temps. Aurait-il pu ajouter s'il avait l'esprit mordant? Mais c'est un agneau, on l'a dit. Alors, pour étoffer l'intimité, il préfère décrire les ravages infligés à son grand palmaire. La douleur qui monte jusqu'au coude, la névrite qui le possède, ses mains qui hurlent dans la nuit. Vous les gardez dans vos poches? S'enquiert le gros actionnaire, référence faite aux mains sans doute que l'autre n'a pas encore montrées. c'est justement pour ça qu'elles y sont. Dans mes poches, mes mains. Il rassure l'autre, c'était donc ça. Mais ne vous bilez pas, monsieur. J'en ai deux. Et il n'y a que la nuit que ça se réveille. La mémoire de la douleur. C'est aimable de s'en inquiéter. Et d'expliquer que c'est à cause de ça qu'il n'a pas sonné, qu'il faut éviter la pression, comme sur les boutons de commande. Puis qu'avec l'atrophie des coudes, frapper aux portes, c'est impossible. J'avais toujours espéré qu'on se retrouverait un jour face à face. D'homme à homme. Va lui serrer la pince avant qu'il soit trop tard. Ça arrivait pas. Ça arrivait pas. Jamais les actionnaires ne viennent voir ceux sur lesquels ils pondent.
Force le destin, que je me suis dit cette nuit, comme je dormais pas. Et les voilà, Et vous voici, vous. face à face, d'homme à homme. Légère pause. Enfin. Vous n'allez pas me faire de mal, au moins. On voit perler le gros actionnaire. Pourquoi faire? Mais j'ai parlé, et on allait presque oublier. Je suis venu ici pour vous remercier. L'autre, sur le qui-vive, est sans voix, tout ouïe, les yeux hors la tête, et entend Pour le boulot. Parce que du boulot, j'en ai eu. Hein. Ma vie durant. 37 ans, une brute. Tous les jours, sauf week-end et congés payés. Et j'ai pu varier les plaisirs. Hein. Je suis passé de l'ensachage à l'empaquetage, de l'empaquetage aux machines, et puis j'ai fini à la surveillance, de nuit, et légitime. Je m'en suis pas plaint, notez bien. Avec la de Kervin, on dort plus. Grâce à vous, mon métier, ensacheur, c'est devenu un emploi. Parce qu'un métier, quand on n'a pas d'emploi, c'est comme une pierre au fond de l'eau. 37 ans. Imaginez. J'ai pu fonder une famille, élever mes 2 premiers enfants qui ont chacun une famille maintenant. Vous avez quasiment misé sur moi, si on y pense bien, et assuré ma descendance. Pas sur moi en particulier, mais sur la boîte. Et la boîte, ça m'est retombé sur moi aussi. Par ricochet. Ou tache d'huile. Et sur ma famille, et tout. Alors, donc, vous travaillez pour... Pour vous, je vous dis. Par ricochet. Enfin, par et pour vous. Formidable. Enfin, vous dites, vous travaillez. Mais il faut dire, vous travaillez. La nuance ne saute pas à l'ouïe du gros actionnaire abasourdi, mais c'est du passé qu'il s'agit, un imparfait au i mouillé. J'ai travaillé pour vous. Autrefois. Jadis, comme on dit dans les contes. Et maintenant, c'est fini. Retraite. Anticipé. Plan de licenciement massif à cause de vous savez quoi. Et comme ça faisait 37 ans, on m'a anticipé en 15 jours. Plus rien comme emploi. On avait quand même pu s'acheter un F3 avant, grâce à vos investissements et aux risques que vous avez pris pour nous, rapport à l'entreprise. Alors, vous voyez où je veux en venir? Ça sudrue côté actionnaire. Il pense que l'étau se referme. Le bureau lui semble étroit, sa chemise une camisole. Il respire à grosses lampées. Et l'autre, imperturbable, raconte. Ça s'est gâté quand on a dû aider un peu les gosses à s'installer, parce qu'ils ont fait des beaux mariages, des belles cérémonies. Ah, je vous ai dit pour ça, pas question d'aller à l'économie. On se marie qu'une fois dans sa vie. Les petits plats dans les grands. Les mouflets ont suivi à la chaîne, leur étrenne et tout ça, et tout ça. Et la fierté qui va avec, elle doit vous retomber un peu dessus aussi. Non? Non, faut partager. C'est dans ma nature. Je suis un peu bourrin parfois, mais j'ai une bonne nature. Ma femme le disait. Alors après, quoi déjà? Il y a eu l'emprunt pour les aider, les gosses avec leurs gosses, et assuré pour notre dernière qui n'avait pas fini ses études. Mais on n'a plus pu payer les traites parce que... Ah oui, j'avais oublié, le F3. Il n'était pas fini de payer quand les gosses sont partis pour se mettre à faire des gosses et que la dernière a avoué qu'elle voulait continuer le lycée. Bon, là, je souris moins parce qu'on en a bavé, hein, surtout quand il a fallu trouver un garde-meuble pour tout notre fourbi. Ah, notez bien, 30 ans de vie commune, ça tient pas dans un mouchoir de poche. Après l'expulsion, heureusement, il n'a plus été question de garder les babioles. Vous savez, on s'attache, chaque bibelot prend du sens. Le regard du gros actionnaire fait le tour de son bureau et se pose sur le presse-papier du massif. Ça vient d'où déjà? L'homme sans intérêt voit aussi. Ah, vous voyez ce que je veux dire. On a profité des vides-greniers pour s'alléger un peu. Permettez? C'est un presse-papier. Ah, ça pèse, hein. Ah, je suis faible de la poigne, mais je sais quand même reconnaître ce qui pèse de ce qui pèse pas. J'en étais où? Au vide-grenier? Ce sont mes pinces que vous fixez comme ça? Vous allez me faire rougir. Il minaude, presque à se tortiller, et susurre. Je les ai faites moi-même. À la force du mognon. Non, je blague.
Il faut un peu blaguer, n'est-ce pas? J'ai une bonne nature de blagueur. Mais que je les ai faites moi-même, de mes propres... c'est vrai. Avec les restes des mécanos de mon fils que j'avais pas revendus et qu'on n'allait pas offrir à ses petits, vu que les petits, maintenant, ils préfèrent les gadgets électroniques. J'ai pris modèle sur une pince à sucre qui datait de mon mariage. Et on pouvait pas la refourguer, parce que plus personne s'en sert aujourd'hui, des pinces à sucre. Le sucre gâte tout le dedans, il paraît. La santé, monsieur. La santé, hein? J'en étais où? Au vide-grenier. Ah, vous suivez, c'est gentil. C'était pour les dimanches, les vides-greniers. Ça nous a occupé un moment. Le reste de la semaine, vu qu'on avait le temps libre, on bricolait. La cabane. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire qu'on avait quand même un jardin avec un appentis à Villiers. Hein, vous voyez où? Le Bel. Il y a des vergers d'un côté, ça sent la pomme pourrie. Et puis les bars pleines de Turcs et pas un endroit où danser. Vous situez? Bon, avant, on y allait le dimanche pour semer, biner, récolter. Maintenant, c'est tous les jours dimanche. Sans boulot. Vous voyez le tableau? Non, je blague. Ma nature. Vous me croirez si vous voudrez, mais ma femme, elle a le don. Elle en a fait un vrai petit chez-soi. C'est tenu propre. On dort chacun son tour, rapport à la taille, une fois le sommier posé sur la table de cuisine. Mais comme j'ai mes insomnies à cause de maths de Kervin, on tourne, sans entourloupe. On est restés unis, ma femme et moi, même depuis qu'elle ne parle plus. Elle dort seule sur le lit. Je reste assis toute la nuit. J'ai de quoi réfléchir. Ah! Vous réfléchissez? Oui, je rêvasse. Grâce à ma paye, qu'est-ce qu'on a pu rêver aussi? Faut que je vous remercie pour nos rêves aussi. Tous les samedis, ouvrez grand vos oreilles. On était au Carrefour. Tous les samedis. On aurait bien aimé pouvoir continuer jusqu'à aujourd'hui. Pour le plaisir d'y aller le dimanche, vu que maintenant, on n'a plus rien à vendre au vide-grenier. Les magasins vont ouvrir le dimanche, hein, vous savez? J'ai entendu dire. Bah c'est vrai. Et ça sera pratique. Pour ceux qui travaillent la semaine et qui ne peuvent pas faire les courses le soir, vu que dans notre cité, il n'y en a plus, des boutiques. S'ils ont besoin ou envie de dormir le samedi, hop, ils dorment. Et hop, le dimanche, au supermarché. Hein, bon, pour nous, c'est cuit. Mais pour les autres, hein, c'est que je pense aux autres. Faut partager. C'est dans ma nature. Je suis un peu bourrin parfois, mais j'ai une bonne nature. Ma femme le disait quand elle parlait encore. Même parce qu'elle bossait aussi chez Promova, à la réserve. Ça papotait, mais elle en a perdu le goût. Maintenant, pour se rendre utile, quelques heures par jour, elle se plante au bout de notre jardinet. Ça effraie les piafs qui risquent de dévaster notre potager. Je peux pas l'en empêcher. Elle veut servir à quelque chose. On veut tous se rendre utile. Il a honte, le gros actionnaire, de la pensée qui le traverse, mais dans la confusion qui le gagne, laisse échapper. Du land art, en quelque sorte. Mais l'autre ne l'écoute pas. Il faut croire, puisqu'il redemande. J'en étais où? Au supermarché. Ah oui, merci. Vous suivez, hein? C'est gentil. C'était à l'époque. À l'époque, avant que la dernière, on l'envoie dans un pensionnat, pour faire court. Non mais quand même, pour vous distraire. Ah oui, vous allez entendre, c'est tordant. L'autre jour, figurez-vous, un gars qui vient la voir le samedi. Oui, le samedi, elle n'est pas placée, elle vient nous rejoindre à la bicoque. Et j'entends quoi? La fille de l'homme sans intérêt. Ah non, pas là! Oui, et de tordre son cou de gazelle pour qu'il l'embrasse dans les cheveux plutôt qu'effacer son carmin. La petite, elle touche plus ses amoureux avec sa bouche, rien que pour économiser son rouge. Mais l'autre voit d'ici le tableau, la mère en épouvantail et la fille refusant sa bouche, alors son estomac presse ses mots. Vous allez me faire du mal. Ah non? Pourquoi faire? J'en étais à... Parce que si vous voulez me faire du mal, Mais je veux pas vous faire de mal, je voudrais vous dire merci. vous approchez pas. Mais je veux pas vous faire de mal. Ôtez vos mains de là, ça pince. Je veux pas faire de mal. Lâchez-moi. Allez, prenez tout. Prenez le presse-papier, il est en cuivre. Et le voilà, le gros actionnaire qui fourre le presse-papier qui manque de tomber dans la paume de la main mécanique de l'autre. Mais ne me faites pas de mal. Mais je veux pas vous faire de mal. Et l'homme sans intérêt rend le presse-papier. Mais le gros actionnaire, machinalement,
lui recolle le presse-papier dans ses pognes d'acier. Vous allez me faire du mal. Mais bon sang, je veux pas de presse-papier. Je veux pas vous faire de mal. Si, prenez-le, emportez le presse-papier. Même jeu ad libitum. Jusqu'au désastre, évidemment. Le gros actionnaire lance le presse-papier à l'homme sans intérêt, qui tente de le rattraper de ses deux passes maladroites et le relance illico, mais trop fort, vers son partenaire de hasard. Le presse-papier atteint le crâne rond du gros actionnaire, qui éclate. L'homme sans intérêt parle enfin à ses mains, qui semblent faire la sourde oreille. Je ne voulais pas lui faire du mal. J'ai jamais fait de mal à personne. Enfin, pourquoi j'aurais voulu lui faire du mal à lui, qui a tant risqué pour moi? Puis, au gros actionnaire, qui n'a plus la tête à ça. Je venais vous dire merci, mais vous ne m'avez pas laissé faire. On en était au rouge de la petite qui fait des économies. J'ai une bonne nature, moi, j'aurais dit merci, monsieur. Vous auriez juste répondu de rien, et c'était fait, on n'en parlait plus, on se serait serré la main, comme ça. Et le voici qui se baisse, notre homme sans intérêt, se baisse à ramper pour serrer la main du cadavre étêté de l'une de ses mains mécaniques. Puis il la lâche et se redresse. Je disais juste merci, j'étais venu seulement pour ça, et je passais par la fenêtre. Et le voici qui s'acharne à décrocher ses menottes d'acier de ses moignons. C'est en vain. Il les remet dans ses poches. Merci, monsieur. C'est dit. Je sors. Le cadavre est enjambé. Le rebord de la fenêtre aussi. Il retourne dans la nuit dont il est définitivement issu, l'homme sans intérêt. Fin. Un grand bravo et merci à Dag Jadret pour la mise en lecture, Hélène Debussy, Claude Cicero, Marianne Daniel et Stan Dens pour la lecture.